adapté par rapport aux besoins de la période actuelle. Regardez le poids des Chinois, par exemple, qui est ridiculement faible au Fonds monétaire international. Hein, et encore, ça a augmenté récemment. Mais si vous voulez, la part de ces pays-là est faible par rapport à leur poids économique et politique, etc. Donc tout ça devra être revu et corrigé. Alors évidemment, on ne sait pas dans quel monde on va rentrer, parce qu'il faut que nous acceptions, nous les pays anciennement dominants, bien que de partager le pouvoir. Et ça va poser des problèmes, bien sûr. Ça va poser aussi des problèmes d'instabilité. Parce que avant, il y avait une superpuissance qui était les États-Unis. Vous savez, c'est la théorie de l'hégémon. Quand il y a un fort qui impose sa puissance, les autres se taisent, et ça crée une forme de stabilité. C'est affreux à dire. Mais quand vous rentrez dans un monde où vous avez plusieurs superpuissances qui montent en puissance, qui se développent, la Chine, les États-Unis, l'Inde, le Brésil, etc., eh bien, quel rapport de force? Est-ce qu'on ne va pas vers un monde beaucoup plus instable? Il y aura peut-être des coalitions de pays, etc. Il faut des institutions pour gérer ça. On n'a pas encore été capable de le faire. Alors, on a créé le G20, par exemple, on aura peut-être l'occasion de parler, mais le G20, d'abord, c'est un échec, il a été incapable de faire des réformes, et je ne crois pas que le G20 à lui tout seul soit capable de résoudre tous ces problèmes. C'est peut-être un petit progrès, mais c'est totalement insuffisant. Alors, on va arriver à la conclusion. Donc, dans la conclusion, je vais aller très vite parce que c'est ce qu'on a vu, donc je répète, hein, nous avons une crise de ce capitalisme financiarisé et mondialisé. Nous sommes sur un système aujourd'hui qui est non soutenable, que nous n'avons pas encore modifié, et pourtant il est non soutenable. Je ne pense pas que ce soit la fin du capitalisme avec un grand C. Je pense que, contrairement à certains, y compris Marx avait prédit, la fin du capitalisme, ça arrivera peut-être un jour, mais je pense que ce n'est pas encore la fin du capitalisme nécessairement. En revanche, on va peut-être assister à l'émergence de nouvelles formes de capitalisme. Par exemple, ce que j'appelle, moi, une guerre des capitalismes. Alors, quand je dis guerre, ce n'est pas forcément une guerre militaire, hein, c'est une guerre économique. C'est-à-dire qu'on va avoir le capitalisme chinois, parce que les Chinois sont de moins en moins communistes, même s'ils ont un parti communiste très puissant. C'est une sorte de capitalisme d'État qui va s'opposer au capitalisme libéral ou libéraliser les États-Unis et au capitalisme, disons, intermédiaire hein, qu'on a en Europe. Et on va plutôt avoir un affrontement entre des capitalismes, une variété de capitalismes, disons, plutôt que la disparition du capitalisme en tant que tel. Deuxième série de conclusions. Donc, c'est qu'en fait, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça va devenir, tout ça. Il y a une incertitude sur les évolutions futures, tant sur le plan géopolitique que sur le plan écologique, comme j'ai essayé de vous le montrer. Alors, vraiment, c'est pas très rassurant, hein. Peut-être que vous allez faire des cauchemars en rentrant chez vous cette nuit, mais c'est comme ça. Et ça va dépendre de quoi? Et c'est ce que j'essaie de développer dans l'article qu'on vous a distribué. Ça va dépendre de deux séries de facteurs, au moins, l'évolution future post-crise, hein, dans les années futures. C'est d'une part des politiques qui vont être mises en œuvre dans les différents pays, à la fois au niveau national et au niveau international. Est-ce qu'il va y avoir des coopérations, etc. Est-ce qu'il y a des pays qui vont avoir des meilleures politiques que d'autres? Oui, je pense que l'Europe a pour le moment en ce moment les moins bonnes politiques, ce qui explique pourquoi on est en crise d'ailleurs, qu'aux États-Unis ou qu'en Chine par exemple. Et puis, tout dépendra aussi des rapports de force internationaux. Et quand je dis les rapports de force internationaux, ce n'est pas uniquement les États, c'est le rôle des multinationales. Est-ce qu'elles vont devenir de plus en plus puissantes, ces multinationales? Notamment, quand je dis multinationales, ce n'est pas uniquement celles qui produisent des voitures, c'est aussi les banques, les grands groupes bancaires dont on nous parle beaucoup aujourd'hui, qui sont extrêmement puissants. Et puis, face à ça, le rôle des mouvements sociaux. Parce que les mouvements sociaux, dans l'histoire, ont un rôle très important et, en général, progressiste, au sens d'être capable de pousser sur les gouvernants, de faire pression sur ceux qui gouvernent pour changer les choses. Et on va terminer par une dernière planche où je présente, en m'inspirant d'un travail d'un économiste philippin, Nicolas Perlas, qui est aussi altermondialiste, et qui explique que pour lui, la mondialisation va être gouvernée de plus en plus par trois formes de pouvoir. C'est assez optimiste, hein, je ne vous cache pas. C'est qu'à côté des gouvernements et des organisations internationales, comme par exemple le Fonds monétaire international, il y a les entreprises multinationales et leurs lobbies, très puissants, mais de plus en plus, selon lui, il y aura la société civile, au sens large, les ONG, les mouvements sociaux, et les mouvements intermondialistes au sens large, qui vont compter de plus en plus. C'est pour ça que je vous dis que c'est une vision optimiste, que moi-même je suis intermondialiste, mais je reconnais qu'aujourd'hui, le mouvement intermondialiste, il est faible. Enfin, il est faible. En termes de rapport de force, on ne fait pas encore le poids. Mais peut-être que demain, si la crise s'approfondit, ces mouvements sociaux au sens large auront un rôle important. Regardez ce qui se passe en Europe.
Avec la crise européenne, on en parlera la semaine prochaine, on voit que les mouvements sociaux se développent. Ils commencent à se coordonner entre eux, etc. Et vous verrez, parce que je crains que la crise dure encore, que dans les prochaines années, les mouvements sociaux vont s'amplifier, vont se coordonner, et que peut-être, et je l'espère vivement, ils vont jouer un rôle tout à fait important dans la manière dont l'Europe va sortir de la crise. Pour le moment, ce n'est pas le cas encore, mais je pense que c'est une variable, c'est un paramètre qui va jouer un rôle important si la crise continue, et je crains qu'elle continue encore un certain temps. Voilà, je m'arrête. Alors, maintenant, la parole. Donc maintenant, nous sommes juste prêts à entendre vos questions. Le micro, on peut le passer aux gens qui veulent poser des questions. Je voudrais savoir, est-ce que les technologies nouvelles ont contribué à l'accélération de la crise? Oui. D'accord. Votre question? Et puis, vous nous avez dit, seconde question, vous nous avez dit, donc en parallèle de vos cours, vous faisiez de la recherche. Oui. Qu'en est-il de ces recherches? Elle va où? D'accord. D'autres questions? Oui, c'est à propos de une politique de régularisation, peut-être que tu défends, je ne sais pas, mais ouais, il me semble que si on en est là au niveau européen et particulièrement en France, il y a une carence du mouvement ouvrier qui a amené cette situation-là. Parce que parler des 30 glorieuses, il n'y a pas des 30 glorieuses pour tout le monde, par exemple. La surexploitation des travailleurs algériens pour la reconstruction, et ça dans l'automobile, etc. Même le bâtiment, c'était des choses éhontées que moi j'ai bien vécues. Et ensuite de ça, tous les gouvernements soi-disant de gauche qu'on a actuellement se sont quand même agenouillés devant la loi du marché. On le voit par exemple quand ils se vantent du beau rapport de M. Langlois qui était un haut Gallois, pardon, et qui a été quand même un grand financier et un potentat industriel aussi. Bon, tout ça, moi, ça m'inquiète énormément. Est-ce que vous n'éliminez pas un peu rapidement la possibilité d'une guerre? On sait très bien que le capitalisme, quand il est en crise comme il l'est actuellement, il a toujours répondu par la guerre. On sait aussi que pendant plusieurs décennies, les États-Unis ont menacé régulièrement la Chine d'une guerre. Ils déclaraient dans les journaux qu'il y avait deux civilisations qui étaient sur les mêmes rails, en sens inverse, et que ce n'était pas de savoir quand, ce n'était pas de savoir si, mais quand la guerre se produirait. On sait aussi que la puissance des États-Unis, c'est grâce en particulier à leurs porte-avions qu'ils l'ont dans le monde, et que la Chine a produit son premier porte-avions et que les États-Unis ont protesté. S'il y avait une guerre entre les États-Unis, il n'y aurait plus de dette, il réduirait le nombre de milliards de personnes sur la planète, ce qui nous permettrait de respirer, etc., etc. D'autres questions? Oui, c'est pas tout à fait des questions, parce que je pense que chacun des chapitres que vous avez développés de manière extrêmement rigoureuse demanderait sur chacun des chapitres des points très précis. Par exemple, le premier chapitre m'a quand même, heureusement que les autres venaient, mais en accentuant sur le rapport du système bancaire financier et d'autre part du côté de l'endettement et de la consommation, on avait quand même largement l'impression qu'était évacué ou qu'allait être évacué dans cette approche extrêmement économique, quasi économiste, toutes les questions du rapport de fonds capital-travail. Donc, je veux dire, sur la première étape,
il y a, c'est quand même un des aspects qui est le plus longuement rendu public et sur lequel il semble qu'au fond ce qui compte le plus serait, ce qui compte beaucoup serait de réguler la consommation, réguler le système financier et que par conséquent la notion de crise, là on parlait de la crise au fin de compte, sur les effets d'un système avant tout centré sur la logique même du capital. Or c'est bien la logique même du capital à l'heure actuelle, dans cette étape actuelle, qu'il s'agit d'analyser. Donc ce que vous avez fait tout à fait dans la partie 2 et encore plus dans la partie 3, et pour aller brièvement, donc, puisque je ne pourrais pas suffisamment intervenir sur tous les points et ce n'est pas mon objet, je voudrais souligner ce qui dans la partie 3 me fait problème, à savoir l'énumération, le listing d'un certain nombre de crises, crise sociale, crise géopolitique, crise, etc. Et évidemment, aux côtés des autres, bien qu'on la signale comme étant extrêmement importante, crise écologique. Or justement, dans quelle mesure ne sommes-nous pas ici dans une analyse typiquement économiste, à savoir où l'on parle malgré tout d'un ensemble de ressources, de reproduction sans fin du capital, sous condition qu'on puisse moins exploiter les ressources de la planète, qu'on puisse mieux équilibrer entre les différentes régions du monde la consommation de ces mêmes ressources, etc. Est-ce qu'au contraire, ne faudrait-il pas, pour avancer dans l'analyse, évidemment ensuite dans les propositions de réflexion, beaucoup plus faire le pari que la crise actuelle est avant tout quelque chose, alors s'agit-il d'une crise, mais où l'écologie est complètement au centre, qui renverrait, dans ce cas-là, à la mise en cause du mode de production productiviste, c'est-à-dire qui renverrait à la production au lieu d'en partir, qui renverrait ensuite à la consommation au lieu d'en partir dans l'analyse. Ce qui fait que, à mon avis, de mon point de vue, la question qui est malgré tout très quantitative encore dans l'analyse économiste passe à côté de la nature des choses. Nature du consommer, nature du produire, etc. Et que, d'autre part, l'hypothèse que les pays émergents reprendraient à leur compte le mode de production dans lequel nous sommes et qui a, mis au centre cette question de la crise, cette hypothèse, elle me semble extrêmement dangereuse, de même que l'hypothèse que rien ne pourrait être fait pour trouver tout à fait efficacement des formes nouvelles de rapport à la Terre, de rapport aux autres continents. Bon, mon intervention vise vraiment, en particulier la dernière partie, puisqu'il me semble que sur l'ensemble, vous faites évidemment une présentation, une démonstration extrêmement efficace de l'analyse économique dans le meilleur aspect, mais qu'en même temps, il y a un hiatus absolument fondamental sur la succession des crises, alors que voilà, il y en a une qui peut-être est une chance, je le dis sans provoquer, est une chance pour une remise en cause systématique, globale, de manière de vivre de l'humain. Voilà. Merci. Bon, je vais donc essayer, on pourra peut-être avoir une autre série de questions, donc si vous le souhaitez après, il n'y a pas de problème. On va essayer de commencer à répondre aux questions très bonnes et très riches qui ont été déjà posées. Alors, la relation entre les technologies et la crise, moi je la verrais comme une relation, disons ambivalente. En tout cas, je parle de moi, mais aussi je parle des analyses que on peut voir. Oui, on peut dire que les technologies ont contribué à la crise. Technologie financière, d'abord, je ne sais pas, parce que ça fait partie des innovations, les nouvelles formes de prêts, je vous ai parlé tout à l'heure, prêt à taux variable, prêt à taux fixe, bon. Mais je pense aussi que les technologies de l'information et de la communication, les NTIC, comme on les appelle, sont un élément qui, aujourd'hui, contribue à la puissance, par exemple, de la finance. Les marchés financiers, aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne à la vitesse de la lumière, à toute heure. On a aboli les distances, on a aboli le temps. Je ne sais pas, quand vous ouvrez votre poste de radio le matin, qu'est-ce que vous entendez? D'ailleurs, c'est insupportable, parce qu'il y a 20 ans, on ne parlait pas de la bourse. Maintenant, on parle de la bourse tout le temps. Et on vous dit, la bourse de Tokyo vient de se fermer, elle était en hausse ou en baisse, la bourse de Paris va s'ouvrir, et après ça sera la bourse de New York, etc. Et tout ça, c'est qu'on a un système complètement interconnecté
grâce ou à cause des technologies de l'information et de la communication. Ouais, dans mes travaux, donc, si vous me posez la question de mes recherches, c'est une des choses que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y a une interconnexion très forte entre la finance et les nouvelles technologies. Et j'ai écrit un bouquin avec un collègue, là, un autre économiste, qu'on a appelé d'ailleurs Finance et Connaissance. Alors on parle plutôt que des technologies de l'information, on préfère parler de la connaissance. Donc Finance et Connaissance, sous-titre du bouquin, dans le capitalisme actuel, sous-titre Liaison dangereuse. C'est-à-dire qu'en fait, on a une relation très perverse entre la finance, les connaissances et les nouvelles technologies. Et ça, les nouvelles technologies ont donc contribué à la puissance de la finance actuelle. Bon. En interconnectant, en la rendant plus globale, plus rapide, etc. Mais en même temps, il y a des courants de pensée auxquels je n'adhère pas nécessairement, mais qui font d'un très grand espoir dans les technologies pour résoudre les problèmes futurs de l'humanité. Alors, par exemple, dans la question écologique, il y a deux visions du développement durable, de ceux qui espèrent qu'on va arriver demain à un développement durable. Il y a ceux qui pensent que grâce aux nouvelles technologies, on va pouvoir inventer par exemple, de nouvelles formes d'énergie, et qu'on va inventer de nouvelles formes, modèles de production plus économes, par exemple des moyens de transport qui seront très peu énergivores, des voitures, des avions, des transports en commun, etc. Et donc, grâce à la recherche, grâce aux nouvelles technologies qu'on mettra en place, et ainsi de suite. Donc moi, je pense que c'est vrai que la technologie peut nous aider à résoudre des problèmes, mais je pense que c'est dangereux d'avoir cette vision-là, parce que du coup, ça nous dispense des réformes, des transformations sociales et politiques qui sont nécessaires pour que la société fonctionne d'une manière beaucoup plus économe. Je prends un exemple. Les transports et l'habitat, ce sont probablement les deux sources d'économie d'énergie potentielles les plus importantes. C'est-à-dire que si on améliore nos habitats, et si on améliore nos modes de transport, en développant beaucoup les transports collectifs, de moins en moins les transports individuels, etc., on peut faire des économies d'énergie absolument colossales. On peut économiser en gros 50%, bien sûr ça demandera du temps, mais on peut arriver à cela, mais ça demande un autre urbanisme, donc d'autres formes de mode de vie en société, d'autres formes de transport, etc., etc. Et donc vous voyez, il y a un débat aujourd'hui, c'est que peuvent apporter les nouvelles technologies dans le futur. Ça peut jouer un rôle positif, mais ça ne sera pas suffisant. Il faudra aussi que nous changions nos modes de vie, nos modes de production, nos modes d'habitat, de consommation, etc. Donc ça rejoint d'ailleurs un peu ce que vous disiez, il y a une nécessaire remise en cause. Je n'ai pas parlé des solutions. Mon exposé d'aujourd'hui, ce n'était pas les solutions. C'était le diagnostic sur la crise. Ça sera la dernière séance. D'ailleurs, je n'ai pas la prétention d'apporter toutes les solutions, mais où j'essaierai avec vous de réfléchir sur les solutions. Donc aujourd'hui, volontairement, je n'ai pas voulu trop en parler. Bon. Alors ensuite, pour continuer sur la question sur mes recherches, j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps sur quelque chose que je n'ai pas mentionné ici aujourd'hui, mais dont je parlerai plus les fois prochaines, c'est les banques centrales. Ça fait partie de ma recherche, que je travaille beaucoup sur les questions bancaires, financières, et j'essaye de travailler pour expliquer ou voir comment on doit réformer le fonctionnement des banques centrales, notamment la BCE, pour qu'elles remplissent mieux leur rôle, notamment face à la crise, face aux crises, etc. Parce qu'aujourd'hui, on peut penser que la BCE ne fonctionne pas bien. Non seulement elle n'est pas démocratique, mais en plus, elle ne remplit pas correctement son rôle, mais on en parlera plus la semaine prochaine. Voilà. Alors, oui, je suis complètement d'accord avec l'intervention sur le mouvement ouvrier, et aussi sur le fait qu'il ne faut pas idéaliser la période des 30 Glorieuses. C'est pas ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu expliquer que c'était un autre capitalisme, simplement, et qu'il y a une chose que tu n'as pas mentionnée, mais qui était importante, c'est le colonialisme aussi. C'est que pendant toute la période du capitalisme d'après-guerre, en particulier, nous avons exploité d'une manière éhontée d'autres parties du globe, en Afrique en particulier, hein. Et que donc là, il y a quelque chose qui est à mettre au passif de ce capitalisme-là, qui de ce point de vue-là est un capitalisme qui a posé des tas de problèmes. Ce que j'ai voulu simplement expliquer, c'est qu'on était dans un rapport capital-travail qui était de nature différente à celui qu'on connaît, à mon avis, hein. On peut ne pas partager ce point de vue, qui n'est pas le même, avec le compromis fordiste, etc., qui a complètement changé avec l'avènement du capitalisme financiarisé. Mais ça, c'est le point de vue que je défends, mais on peut ne pas être d'accord. Alors, les guerres, oui. L'histoire longue montre que les guerres sont
des événements, hélas, qui se produisent, notamment quand il y a des populations trop nombreuses ou quand il y a des conflits sur des denrées rares. Quelles sont les denrées rares? Ça sera le pétrole, mais ça sera l'eau, par exemple. D'ailleurs, le conflit israélo-palestinien, entre parenthèses, vous êtes dans cette région du monde, elle est liée au problème du Jourdain, etc. L'eau est au cœur de conflits. Hein, on n'en parle pas de l'eau là-bas pour cette région du monde, mais elle est au cœur du conflit. Donc, la question de l'eau qui va devenir de plus en plus rare, malgré des avancées technologiques, on va savoir désaliniser probablement l'eau de mer de mieux en mieux, etc. Mais ça coûte cher, ça demande des dépenses d'énergie, etc. Il y aura des conflits, c'est clair. Mais, alors, c'est juste une hypothèse. Hein. Au jour d'aujourd'hui, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense que les tensions que je vois dans le monde ne sont pas tellement entre la Chine et les États-Unis, où je pense qu'un scénario possible, parce que je travaille aussi dans mes recherches, avec d'autres d'ailleurs, on a un contrat européen là-dessus. C'est l'avenir de l'Europe dans le monde. Et on réfléchit au scénario. Et un scénario qu'on a mis en place, qu'on a proposé avec d'autres, avec des climatologues, des géopolitiques, des politiques, des économistes, des démographes et tout, donc on travaille de manière pluridisciplinaire, c'est qu'on pense qu'il y aura peut-être une entente conflictuelle, mais une entente entre les États-Unis et la Chine, qui auront compris qu'ils n'ont pas intérêt un peu comme du temps de la guerre froide, où l'Union soviétique n'avait pas intérêt à faire la guerre avec les États-Unis, parce que les deux s'autodétruiraient en quelque sorte, mais que les conflits seraient, comme ça a été le cas dans la période des dernières décennies, régionaux. Et par exemple, en ce moment, je suis frappé par la montée des tensions internationales dans la région du sud-est asiatique, en Asie, entre la Chine, entre le Japon, entre la Corée, entre l'Inde, par exemple. Et certains historiens géopolitiques, etc., enfin les politiques, disent que, on fait l'analogie, je l'ai vu dans un article que j'ai lu récemment, entre les tensions qu'il y avait en Europe à la veille des 2 guerres mondiales, et les tensions qui se produisent maintenant dans cette région du monde, à savoir que donc, si demain il y a des guerres, elles pourraient être plus localisées, et la région du monde où les tensions sont la plus fortes serait dans cette région du monde-là. Et encore une fois, voilà. Donc, on aura peut-être des surprises, hein. On ne peut pas prévoir les conflits en général, mais il ne faut pas croire que ça sera des conflits entre ceux qui apparaissent comme les 2 géants du moment, qui sont les États-Unis et la Chine, qui n'ont certainement pas intérêt, parce que les deux seront perdants, à s'envoyer des missiles et des bombes atomiques. En revanche, localement, comme souvent dans l'histoire, il y aura peut-être des tensions pour contrôler les voies maritimes, pour contrôler les ressources naturelles, pour contrôler les ressources d'eau, etc. Bon. Mais bon, encore une fois, je dis tout ça avec un point d'interrogation. Donc oui, il y aura des guerres, mais pas celles que vous disiez tout à l'heure, nécessairement. Bon, attendez, je continue parce que la séance n'est pas tellement là-dessus, mais je veux bien, on en parlera tout à l'heure si vous voulez en bilatéral, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Alors, donc la dernière question, mais j'ai peut-être oublié. Oui, je suis économiste et j'utilise l'instrument que je sais le mieux utiliser. C'est un peu comme quand on est ébéniste, on travaille surtout le bois, on ne travaille pas le fer. Donc je reconnais, d'ailleurs je me suis présenté, et je suis été présenté ce soir, comme économiste. Ceci dit, je revendique quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, d'avoir essayé de présenter une vision globale et pluridimensionnelle justement de la crise, où les dimensions économiques n'étaient pas les seules que j'ai mis en avant. Et que le schéma qui est là, par exemple, même si il fait dépendre beaucoup de choses au départ, en haut du schéma, de concepts économiques, j'en conviens ici, on voit quand même que c'est quelque chose qui est plus large que le raisonnement économique traditionnel, et que j'essaye de montrer dans mes interactions que ces différentes formes de crise-là, crise géopolitique, crise financière, crise écologique, crise économique et sociale, crise écologique, interagissent entre elles. Et que donc, je pense que, je suis convaincu qu'un raisonnement purement économique, évidemment, ne permet pas de comprendre l'ampleur de la crise. Ceci dit, n'oublions pas que le départ de la crise, le départ, un peu comme quand vous avez un incendie de forêt, il y a un départ, et après, il y a un embrasement. Le départ de la crise, il a bien été quand même au départ financier, lié à des phénomènes économiques, avec en souterrain, comme j'ai essayé d'expliquer, des phénomènes sociaux, des racines sociales, comme je l'ai dit tout à l'heure,
que la dimension écologique est aussi tout à fait essentielle, etc. Donc peut-être que c'est pas été clair, mais j'ai essayé de présenter un raisonnement, vous voyez, global et pluridimensionnel et quelque part pluridisciplinaire, c'est-à-dire en faisant appel à l'économie politique, en faisant ou l'économie de la politique tout simplement, de l'écologie, etc., etc. Je pense que de toute façon on ne peut pas comprendre les phénomènes actuels et la crise actuelle sans avoir cette vision globale. Et j'ai peut-être pas été clair, mais il me semble avoir un peu dit, c'est que mais c'était pas l'objet aujourd'hui de parler des sorties de crise et de ce qui va se passer demain. Je parle de ce qui s'est passé récemment, de la crise actuelle. Mais je pense qu'évidemment, si on réfléchit aux évolutions futures, on ne voit pas de sortie de crise. C'était un peu mon schéma sur l'empreinte écologique. On ne voit pas de sortie de crise si nous ne réformons pas en profondeur, nous les pays les plus riches, qui avons dominé, appauvri, exploité la planète, si nous ne remettons pas en cause profondément nos modes de vie, de consommation, de production, etc. etc. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Et clairement, là, ce changement-là, alors pour le coup, je pense, est incompatible avec le capitalisme tel qu'il fonctionne. C'est-à-dire que pour arriver à cela, il faudra certainement changer de modèle économique, y compris sortir du capitalisme. Maintenant, hélas, je suis plus pessimiste que vous par rapport à l'avenir du capitalisme. C'est que quand je regarde la Chine est un régime capitaliste. La Chine invente un nouveau modèle capitaliste que j'appelle le capitalisme d'État, on peut l'appeler autrement si vous voulez. La logique du système politique économique chinois est une logique purement capitaliste. Pour le moment, peut-être ça changera demain, et donc je ne vois pas comment on peut ne pas faire d'extrapolation en disant que finalement ces pays-là, et le Brésil est aussi dans cette situation-là, l'Argentine, etc., ne vont pas continuer, hélas, dans cette logique-là, avec des capitalistes qui auront des natures différentes, mais ce sera toujours le même système économique, avec une accumulation du capital, une domination du capital ou une volonté du capital de dominer le travail, etc., une surexploitation du travail. Je pense qu'on va rester dans cette logique-là. Bon, je suis moins optimiste que vous de ce point de vue-là, mais peut-être qu'il faut sortir de ces catégories économiques, il faut sortir de cela et essayer, c'est là qu'on a peut-être un problème, enfin moi en tout cas, je l'avoue bien simplement, j'ai un problème, c'est que je pense qu'on ne pourra pas penser la sortie de crise écologique, si jamais on peut arriver à en sortir, sans revoir complètement nos schémas de pensée aussi, et peut-être ne plus raisonner en termes de capitalisme ou décapitalisme, mais pas en repenser par rapport à une autre vision de relations sociales, de rapport de force, etc. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on bute sur des concepts qui sont probablement inadaptés. Enfin, moi, c'est ce que je pense. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'on avait une crise intellectuelle. On est vraiment, aujourd'hui, dans un processus où on a besoin de repenser complètement notre vision du monde et les concepts qui sont des instruments d'analyse ne sont actuels, me semble-t-il, y compris ceux de la théorie marxiste ou d'autres, ne sont plus adaptés probablement à la compréhension du monde actuel. Enfin, c'est ce que je pense. Alors, une autre série de questions et ce sera la dernière. Enfin, la dernière oui, c'est la série. Excusez-moi de parler d'une petite question beaucoup moins élevée que la question précédente, mais tout à l'heure vous aviez évoqué la situation de l'Argentine au moment de la crise argentine, oui. et vous aviez cité ces enfants qui ne mangeaient pas à leur faim. Je tiens beaucoup à soit rappeler, soit dire qu'actuellement, dans un tout petit pays, mais qui est quand même en Europe, la Grèce, beaucoup d'enfants ne mangent pas à leur faim, s'évanouissent à l'école, et pas seulement dans les milieux dits populaires, même dans les classes moyennes. Le taux de suicide qui était en Grèce le plus bas d'Europe est maintenant parmi les plus élevés. Je voulais qu'on n'oublie pas la Grèce. Non, mais j'ai le micro. Donc, voir s'il y a d'autres questions. Oui, au fond, monsieur. Ah, est-ce qu'on... Non, ça va aller. Ça va aller? Bon. Oui. Il y a une chose qui mérite qu'on y prête attention,
c'est la tentation assez constante, particulièrement en France, de confusion entre morale et constat des faits. Je ne suis pas sûr qu'on n'y ait pas cédé. Je fais partie d'une génération qui partit d'un mouvement ouvrier assez fort, spécifique à la France, né de circonstances très particulières, l'occupation. Néanmoins, ce mouvement a totalement disparu. Il est devenu une sorte de mouvement protestataire dans ses survivances, et ça en moins d'une génération. Est-ce que le fait que ce mouvement ait souvent prôné le souhaitable, l'utopique, enfin toute une série de bons sentiments qui n'avaient pas tellement de rapport avec la réalité économique telle qu'elle fonctionnait, est-ce que ça ne nous a pas conduit à cette disparition? Et donc, si vous voulez, sur un certain nombre de choses, par exemple, quand on a parlé de rentabilité à court terme, on l'a jugée comme négative. Néanmoins, y a-t-il le choix? Quand on a parlé des dividendes et du partage du profit, il faudrait aller un petit peu plus loin, parce que si vous prenez un actionnaire français, le CAC 40, qui généralement regroupe les économies boursières des retraités, le CAC 40 était à 7000 points il y a 6 ans. Il est à 3350 aujourd'hui. Ça veut dire que le capital, je ne parle pas des intérêts, a été divisé par 2. Si je regarde la rentabilité des actions, je m'aperçois qu'elle tourne autour de entre 3 et 4% en moyenne. Résultat, quand vous placez sur un livret de caisse d'épargne exonéré d'impôts, vous placez souvent mieux qu'un actionnaire. Car lui, ces 4%, il va falloir en déduire les impôts. Donc ça mériterait, si vous voulez, d'être regardé d'un peu plus près. Et le dernier élément, c'est par exemple, si vous regardez notre fonctionnement, il faut remettre en cause notre mode de pensée. Je vous donne un petit exemple. Avant Edgar Faure, c'est-à-dire 1970, la semaine scolaire du primaire était de 30 heures. L'instituteur faisait 30 heures auprès des enfants. Il y avait classe, il n'y avait pas classe le jeudi, mais il y avait classe toute la journée du samedi et les autres naturellement. On est passé aujourd'hui à 24 heures. Est-ce que ça a un rapport avec l'acquisition de la lecture ou non des enfants? On peut se poser la question. Entre-temps, on a aussi augmenté le paiement, le traitement des instituteurs, qu'on a fait passer de la catégorie B à la catégorie A. C'est-à-dire qu'ils sont payés comme les profs de terminale. Bon. Tout ça, évidemment, nous pose problème quand on voit qu'aujourd'hui, quand on parle de passer de la semaine de 4 jours à la semaine de 4 jours et demi, on vient nous dire qu'il va falloir payer des agents municipaux pour faire ce service. Et donc, on voit que nous ne remettons nullement en cause les surcoûts générés qui ne sont plus supportables par notre productivité. Et donc, je crois que s'il faut remettre en cause le paradigme, il faut le remettre globalement. C'est-à-dire que nous avons vécu un moment historique et nous ne vivrons pas le même demain. Autre question? Non? C'est tout? Pas de regret? Quand on écoute aux informations, la position de Renault qui veut délocaliser, enfin qui veut baisser les salaires des gens en France, et autrement ils disent bon ben on va s'installer en Espagne, il y a quand même quelque chose à l'heure actuelle de vraiment pourri. Enfin je veux dire bon. Donc dès l'instant où on ne s'attaque pas à cette racine-là, je vois pas très bien comment on peut. Je pense que vous avez saisi la guerre, elle est déjà au niveau de l'Europe. Vous nous parlez d'une guerre en Chine, en Inde, etc. Mais la guerre à l'intérieur des peuples eux-mêmes, par peut-être leur manque de savoir, parce que quand vous parlez de problèmes intellectuels, il faut le voir aussi parmi nos habitants. Enfin, je veux dire, on a appauvri la culture
de l'être humain et surtout enfin de l'ouvrier par rapport aux années, par exemple, dont parlait monsieur tout à l'heure, parce que moi je me souviens, moi mes parents, au niveau intellectuel et historique, on savait beaucoup plus long que nos enfants à l'heure actuelle. On a perdu au niveau intellectuel, mais purement intellectuel, historique et économique, beaucoup de choses. Nos enfants, quand on voit nos jeunes, on se pose quand même des questions. L'abrutissement avec tous nos systèmes électroniques, etc., on crée quand même des gens, enfin j'ai peut-être tort, hein, je suis peut-être très pessimiste, mais je ne vois pas très bien comment nous, en tant qu'êtres humains, en ayant appauvri le cerveau de nos gamins, enfin dans tous les pays, parce que quand vous dites au niveau que la Chine n'est plus communiste, bon, je suis tout à fait d'accord, j'y suis allée dernièrement, et ils sont devenus vraiment hyper capitalistes, donc je ne vois pas très bien dans quel pays on peut voir un progrès intellectuel, économique, de pensée humanitaire. Je ne sais pas si... Enfin, moi, je ne mets pas 200 ans pour que ça soit terminé. Hein. En 50 ans, je pense que ce sera largement... Vous nous parlez de 200 ans tout à l'heure, vous êtes très très gentil, et je pense que dans 50 ans, on aura vraiment des gros problèmes. Et pour moi, la guerre, elle est déjà interne. Même d'une entreprise à une autre, quand on travaille, quand les collègues veulent faire des heures supplémentaires sur leur congé, par rapport à d'autres qui ne le veulent pas, chacun veut gagner plus. Je pense que c'est déjà dans une culture intellectuelle de chacun. Autre question? Non? Bon. Alors, oui, vous avez raison sur la Grèce, madame. Hein, évidemment, j'ai pu citer l'Argentine parce que je parlais des pays émergents. Mais évidemment, ce qui se passe en Grèce aujourd'hui est comparable à ce qui s'est passé en Argentine. Hein. Et c'est un drame absolu, et de voir des jeunes qui sont aujourd'hui dans une situation où ils ne peuvent pas manger à leur faim et l'appauvrissement. Bon, heureusement qu'il y a une solidarité qui a aussi existé d'ailleurs en Argentine, hein, entre les familles, les populations, une entraide, etc., pour essayer de lutter contre cet appauvrissement, mais vous avez toutes les raisons. Donc oui, j'ai pas parlé de la Grèce, bon, parce que c'est pas une raison, hein, j'en parlerai beaucoup la semaine prochaine, quand on parlera de la crise européenne. Là, j'ai voulu situer mon intervention à un niveau global, mondial, en parlant des pays qui sont plus éloignés, mais bien sûr, c'est évident que ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays est dramatique. Mais il n'y a pas qu'en Grèce, si vous allez au Portugal, par exemple, vous avez aussi des enfants qui... J'ai regardé un reportage à la télévision, c'était hier soir, je crois, avant-hier, enfin, sur la solidarité, mais dans les écoles au Portugal, les enfants ne mangent pas à leur faim non plus. Et donc, dans les écoles, il y a une solidarité avec les agriculteurs dans la région de Lisbonne, je ne sais pas si vous l'avez peut-être vu aussi, qui apportent donc des aliments, des légumes, de la viande, du fromage, pour que les familles viennent chercher, donc, pour que les enfants puissent manger, parce que les instituteurs se sont rendus compte que les gamins ne pouvaient plus se concentrer, ne pouvaient plus apprendre, parce qu'ils avaient faim, quoi. Ils arrivaient à l'école le matin, ils n'avaient pas mangé, par exemple. Donc c'est clair que c'est absolument dramatique. Ces politiques d'austérité et de pousser les pays dans la crise encore plus, soi-disant pour résoudre, en fait c'est le contraire qui se passe, pour résoudre, permettre la sortie de crise. Alors, ensuite il y a eu... Je n'ai pas toujours bien compris, monsieur, ce que vous avez voulu me dire entre la confusion morale et le constat. Prenons une période de l'histoire qui est la période juste après la guerre, le Conseil national de la résistance. Le Conseil national de la résistance a mis en œuvre des réformes, qui pour moi étaient des réformes politiques, mais aussi morales. On a nationalisé Renault pour des raisons morales, collaboration pendant la guerre. On a nationalisé les banques pour des raisons morales, spéculation, etc. Pour moi, on ne peut pas dissocier l'économie politique, parce que moi je considère que je ne fais pas de l'économie, mais je fais de l'économie politique. On ne peut pas dissocier l'économie politique de la morale, parce que derrière politique, il y a des valeurs. Et derrière les valeurs, il y a une certaine vision, il y a des valeurs et il y a la morale. Donc je ne vois pas comment je pourrais faire un raisonnement économique abstrait qui s'abstrairait de toute forme de morale. J'ai ma vision du monde, vous avez la vôtre, et derrière ça, personne ne peut dire qu'il peut s'abstraire de la morale. Donc, vous dites qu'il y a une confusion, et je pense que
non, il n'y a pas de confusion, il y a nécessité d'introduire des éléments de valeur, au sens des valeurs les plus élevées, les droits de l'homme, la solidarité, etc., le partage. C'est indissociable du raisonnement économique que j'essaye de faire. Et donc, de ce point de vue-là, je ne vois pas le problème. C'est pour ça que alors maintenant, j'ai compris par contre certains éléments que vous avez dit, qui est que l'actionnaire gagnerait moins maintenant que dans les périodes antérieures. Oui, il y a une crise, il gagne moins. Que l'actionnaire du CAC 40 gagne moins, oui, il y a un peu moins de profit, et en parenthèse, je suis ravi, je ne cache pas. Je pense qu'il y a eu surprofit, et que je suis très content de voir que les sociétés du CAC 40 gagnent moins d'argent. Ça ne me pose aucun problème personnellement. Même si je sais qu'il y a des Français, des épargnants français, qui ont placé de l'argent, et qui sont des gens tout à fait honorables, je veux dire, qui ont passé leur argent en assurance vie, par exemple, qui est le produit d'épargne préféré des Français, et qu'une partie de cet argent est placée dans des obligations, d'aide d'État, au privé, ou des actions, et qu'en ce moment, le rendement, oui, est très faible. Et alors, c'est la crise, et que ceux qui détiennent du capital aient moins de revenus, alors que les salariés sont en train de perdre leurs emplois, moi, ça ne m'empêche pas de dormir, je veux dire. Même si c'est des épargnants qui sont d'origine modeste. Donc, si vous voulez, là-dessus, je ne serais pas tout à fait d'accord avec votre analyse. Alors maintenant, vous dites qu'on ne prend pas en compte les surcoûts générés, par exemple, on réduit le temps de travail des instituts, ou bien on réduit le nombre d'heures de cours, et que ça implique des surcoûts. Oui, mais non. Moi, je pense que depuis 20 ou 30 ans, même avec la crise actuelle, il y a dans nos sociétés ce qu'on appelle des gains de productivité. C'est-à-dire qu'on est capable de produire, et pas uniquement des marchandises, mais aussi des services. Par exemple, on a des instruments, on a des méthodes pédagogiques pour rester à l'école. On a des façons d'organiser le travail qui, je pense, contrairement à plusieurs interventions très pessimistes sur l'éducation, etc., qui pour moi ont amené des progrès incontestables, et que donc ce progrès-là permet peut-être d'enseigner différemment. Et si les gamins, alors là je ne suis pas du tout d'accord pour dire que les